Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, nous partons sur des champs où le courage et le destin s'entrelacent. Là où reposent épée et lance, fusil et cartouches. Des plaines nordiques aux batailles mythiques d'Orient, des fantômes des guerriers tombés aux échos des dieux. Nous allons entendre les murmures des légendes qui ont façonné l'histoire et l'imaginaire. Suivez-moi et laissez le souffle de la guerre vous envelopper. Dans les plaines glacées du nord, là où le vent fait chanter les forêts et où la neige recouvre les vallons comme un voile immaculé, les dieux observent les hommes avec une attention infinie. Parmi eux, Odin, le père de tout, scrute les champs de bataille, contemplant le courage et la loyauté, et il envoie ses messagères, les Valkyries. Ces guerrières aux armures étincelantes, montées sur des destriers ailés dont les sabots frappent le ciel et non la terre, glissent silencieusement au-dessus des champs de bataille. Leurs longs cheveux flottent comme des flammes argentées dans le vent, et leurs yeux brillent d'une lumière qui pénètre le cœur des hommes. Elles ne sont ni cruelles ni bienveillantes, elles sont le destin incarné. Les Valkyries choisissent ceux qui tomberont ce jour-là. Elles observent les combats avec un œil aiguisé, scrutant le courage, la fidélité et la force intérieure de chaque guerrier. Celui qui se montre digne, même dans la peur et la douleur, est accueilli dans le Valhalla, le grand hall des héros, où il partagera festins et récits éternels. Les autres, bien que tombant sur le champ de bataille, ne sont pas oubliés. Le souvenir de leur bravoure résonne à jamais dans le murmure des vents. Elles apparaissent parfois dans la brume du matin, leur silhouette étincelante se détachant sur les plaines gelées, ou dans le crépuscule des montagnes, où l'ombre des combats s'étire comme une mer noire. Les guerriers racontent que leurs armures semblent tisser la lumière du soleil couchant, et que le tintement de leurs casques et de leurs lances résonne comme un chant invisible. Un appel à la bravoure et à l'honneur. Certaines Valkyries tissent même le fil des batailles, comme une tapisserie divine, mêlant les victoires et les pertes, les cris et les silences, jusqu'au jour ultime du Ragnarok, où le dernier souffle de la guerre s'éteindra dans le grand hall d'Odin. Et si vous écoutez attentivement, au-dessus des plaines gelées et au cœur des forêts, peut-être entendrez-vous encore le bruit de leurs chevaux dans le vent, le murmure de leur voix et le souffle du destin qui choisit les braves et les guide vers l'éternité. Au cœur de la Grèce antique, entre montagnes escarpées et mers scintillantes, se trouvait un étroit passage nommé Thermopyles, les portes chaudes. Ici, la terre rétrécit et la mer embrasse les roches, créant un couloir naturel presque magique où un petit groupe peut défier une armée entière. C'est dans ce lieu que 300 guerriers spartiates conduits par leur roi Léonidas se tiennent prêts à affronter la puissance invincible de l'empire perse mené par Xerxès, qui avance avec des dizaines de milliers d'hommes. L'air est chargé de tension, le soleil se reflète sur les armures et les lances, et chaque souffle de vent semble annoncer le fracas à venir. Ces 300 hommes ne sont pas seulement des soldats, ils sont les gardiens de la liberté grecque, formés depuis l'enfance à l'excellence, au courage et à la discipline. Leurs vies sont guidées par l'honneur, leurs morts anticipées par la fidélité à leur cité. À leur côté, d'autres Grecs, moins nombreux, se joignent au combat. Mais tous savent que ce passage étroit est à la fois une promesse et un piège. Lorsque la bataille éclate, les lances se dressent comme une forêt de métal, les boucliers s'entrechoquent et chaque coup porté résonne comme la roche et l'eau. Les Perses sont innombrables, mais les Spartiates avancent comme un seul être, un mur de courage et de volonté, repoussant l'invasion par la seule force de leur discipline et de leur détermination.
Chaque instant est suspendu entre la vie et la mort. Les cris des hommes se mêlent au hurlement du vent et au cliquetis des armes. Léonidas, calme et majestueux, inspire ses guerriers par la simple présence de son regard. La victoire semble impossible, mais les Thermopyles deviennent un symbole. Un lieu où l'audace et le courage défient le nombre, où l'honneur transcende la peur et où la mémoire des braves se grave à jamais dans le cœur des générations. Quand le dernier souffle approche et que la poussière et le sang se mêlent sur les roches, ces hommes ont accompli plus qu'un acte militaire. Ils ont offert au monde une légende. Aujourd'hui encore, si vous marchez entre ces montagnes et écoutez le vent, il porte encore les cris, le fracas et le courage des 300, comme un murmure immortel qui raconte que la grandeur ne se mesure jamais au nombre, mais à l'intensité du cœur et de l'esprit. Il y a 2000 ans, dans les brumes de la province romaine de Bretagne, marchait une légion puissante, la Légion 9, Hispana. Formée de soldats aguerris, elle avait traversé des campagnes à travers l'Empire, combattant avec discipline et honneur, fiers de servir Rome. Puis un jour, la Légion disparut. Les archives se taisent, les historiens débattent encore. Certains disent qu'elle fut décimée par les tribus locales, d'autres que le froid, les marécages et les embuscades la firent disparaître comme un souffle dans la brume. Et pourtant, dans les vallées et les collines de Bretagne, le murmure de ces hommes résonne encore. Les villageois racontent qu'au clair de lune, on peut entendre le claquement métallique des sandales sur la pierre humide, le froissement des bannières et le murmure des ordres en latin ancien. Dans certaines nuits, une silhouette spectrale, armée et en armure, traverse les landes désertes, avançant comme si le temps ne pouvait l'arrêter. C'est le fantôme de la 9e Légion, toujours en marche, prisonnier d'un destin oublié entre vie et légende. On raconte que quiconque s'approche trop près de ces marches fantomatiques ressent le poids de l'histoire et la discipline des soldats disparus. Chaque pas, chaque souffle semble chargé d'un écho ancien, rappelant que la mémoire des hommes ne s'efface jamais entièrement. Les druides locaux disaient autrefois que la Légion était maudite, condamnée à errer jusqu'à ce que l'honneur retrouvé se mêle au repos éternel. Et si vous marchez seul dans les collines brumeuses de Bretagne à la tombée du jour, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous, derrière le vent, le froissement d'une armure oubliée, le murmure de la 9e Légion et les fantômes qui continuent de marcher, fidèles à Rome et à leur légende. Au nord-est de la France, les collines de Verdun portent encore les cicatrices d'une guerre qui a façonné le XXe siècle. Les arbres ont repoussé, les champs verdoyants semblent paisibles. Mais sous cette apparente tranquillité, le sol garde la mémoire des hommes tombés, et parfois la brume se fait messagère des souvenirs. En février 1916, l'hiver mord les visages, la terre tremble sous le fracas des obus, et la boue engloutit tout sur son passage. Les soldats, français et allemands, avancent, reculent, tombent et se relèvent. Chaque cri, chaque souffle, chaque silence est une note dans une symphonie de courage et de peur. Aujourd'hui, certains disent que par temps de brouillard, on peut entendre les échos des batailles et des sifflets militaires. Des silhouettes s'élancent à travers les champs, fantômes d'hommes qui n'ont jamais quitté Verdun. Leurs visages sont fatigués, leurs yeux chargés d'histoires que personne n'a jamais écrites. Ils marchent encore comme si le devoir et l'honneur les retenaient dans ce lieu, incapables de quitter le champ de bataille où ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Les objets abandonnés, un casque, une baïonnette, un uniforme déchiré, semblent s'animer,
dans le silence, témoin d'une époque où le courage et le sacrifice étaient mesurés en secondes, en mètres de terre perdus, puis reprises. La brume se glisse entre les tranchées et certains affirment que les échos des pas résonnent encore, un murmure des soldats disparus qui invite à se souvenir. À Verdun, la frontière entre le temps présent et le passé s'efface parfois. Les fantômes ne cherchent pas vengeance, ni peur, ils sont les gardiens d'une mémoire collective, un rappel silencieux que la guerre laisse derrière elle non seulement des morts, mais des histoires suspendues dans l'air que le vent transporte encore parfois. Et si vous marchez à l'aube, lorsque la brume effleure les collines, écoutez bien, peut-être entendrez-vous le souffle des fantômes de Verdun, leur pas silencieux dans la boue et le murmure de ceux qui ont tout donné pour que nous ne les oublions jamais. Dans les plaines, baignées de lumière des anciens mythes, là où le sang des batailles mêle terre et ciel, la guerre n'est pas seulement un affrontement, elle est une danse, un souffle qui lie le courage au destin. Parmi les dieux, Arès, maître de la guerre et père redoutable, veille sur ses enfants. Les Amazones, ces femmes guerrières qui portent son sang et son feu et dont la renommée traverse les âges. Les Amazones ne sont pas de simples combattantes, elles sont puissantes, audacieuses et disciplinées. Elles chevauchent des chevaux vigoureux, leurs armures scintillent au soleil comme des éclats d'acier, et leurs arcs et lances tracent dans l'air des arcs de lumière et de mort. Leur société est bâtie sur la maîtrise du combat, la solidarité entre sœurs d'armes et l'excellence guerrière. Elles vivent pour le combat, pour l'entraînement et pour la préservation de leur territoire, toujours guidées par l'influence d'Arès. Pour les Grecs, ces femmes sont à la fois fascinantes et inquiétantes. Leur audace et leur force dépassent ce que l'on attend des hommes. Elles incarnent une puissance qui semble presque divine, capable de rivaliser avec les héros et de semer le respect et la crainte dans le cœur de ceux qui osent les affronter. Les légendes racontent leurs exploits, des batailles où elles repoussent des armées, où elles manœuvrent avec stratégie, où le courage et leur discipline les élèvent au rang de figures mythiques. Lorsqu'elles s'élancent sur le champ de bataille, le fracas des armes devient une symphonie, un poème de courage et de vitesse. L'éclat de leurs lances, le sifflement des flèches et le hennissement des chevaux se mêlent au souffle du vent. Chaque mouvement est calculé, chaque manœuvre réfléchie, car les Amazones ne combattent pas seulement pour elles-mêmes, mais pour honorer leur héritage divin et montrer que la bravoure ne connaît ni frontières, ni limites. Et lorsque le combat prend fin, qu'Arès se retourne parmi les Olympiens et que les Amazones regagnent leurs forêts et leurs montagnes, il reste le murmure de leurs pas dans les clairières, le reflet de leurs lances dans la lumière et l'ombre d'une légende qui ne s'éteint jamais. Si vous écoutez attentivement le vent sur les collines, sur les plaines anciennes, peut-être percevrez-vous encore le cri des Amazones et le souffle puissant dans leur père, rappelant que certaines légendes ne meurent jamais et que la force et la maîtrise peuvent se transmettre à travers les âges. En octobre 1600, le Japon se tient au tournant de son histoire. Le pays, divisé par des guerres et des rivalités féodales, attend le destin de ses seigneurs et de ses samouraïs sur la plaine de Sekigahara. Là, dans les vallons et les collines, deux armées s'affrontent pour décider qui dominera le pays et façonnera le futur des générations à venir. D'un côté, Tokugawa Ieyasu, stratège, patient et déterminé, rassemble ses forces avec discipline et ruse. De l'autre, les seigneurs fidèles à l'ancien clan Toyotomi, prêts à défendre leur honneur et leur influence jusqu'au dernier souffle. Les samouraïs, armés de katana, de yari
et d'arquebuses avancent dans la poussière et la fumée des feux de guerre, leurs armures scintillant sous le soleil d'automne. La bataille est à la fois brutale et calculée. Les charges se succèdent, les flèches sifflent, les trompettes annoncent l'assaut, et le sol tremble sous les pas de milliers d'hommes et de chevaux. Chaque décision, chaque mouvement, chaque hésitation peut changer le cours de l'histoire. Tokugawa, patient, attend le moment propice, observant le champ de bataille comme un maître d'échecs, tandis que la confusion et le courage des combattants façonnent le destin du Japon. Lorsque la poussière retombe enfin, Tokugawa Ieyasu sort vainqueur. Ses ennemis se sont dispersés ou sont tombés, et le pays, fatigué de décennies de conflits, commence enfin à trouver un semblant d'ordre. La victoire de Tokugawa met fin à l'ère Sengoku, l'ère des guerres civiles, et inaugure l'ère Edo, un siècle de paix, de stabilité et de prospérité pour le Japon. Sekigahara devient alors le lieu où le destin d'un pays tout entier s'est décidé du 20 au 21 octobre 1600, et où le courage et la stratégie ont façonné l'histoire. Mais au-delà de la victoire et de la politique, Sekigahara reste un lieu où le courage, la stratégie et le destin se sont rencontrés dans une danse mortelle. Les plaines semblent encore résonner des pas des milliers de samouraïs, du fracas des armes et des murmures des généraux, comme si l'histoire refusait de s'effacer et continuait de raconter le souffle de cette bataille. Si vous marchez aujourd'hui sur ces terres, écoutez le vent dans les hautes herbes. Peut-être sentirez-vous le poids du destin et la présence des guerriers qui ont façonné le Japon, et le murmure éternel de Sekigahara, qui raconte que, parfois, un seul jour peut décider d'un sort d'un pays tout entier. Voilà qui clôture cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes. Dites-moi en commentaire quelle légende de guerre ou de bataille vous a le plus fasciné, lesquelles vous aimeriez entendre et laquelle est votre préférée. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les mythes et les récits oubliés et, comme toujours, pour de nouveaux contes errants.